On a brûlé pour avoir pensé autrement. Voilà ce qu'on appelle parfois un savoir interdit. Voilà ce qu'on appelle encore aujourd'hui l'ésotérisme. Bienvenue dans cet épisode de Récits d'étranges. Ici, on explore l'invisible, les zones d'ombre et ce que l'histoire a voulu taire ou que la raison préfère esquiver. Et on le fait toujours avec respect, avec rigueur, mais sans faux semblant. Aujourd'hui, nous nous aventurons dans un domaine longtemps associé à la marginalité, à la persécution et parfois à la révolte intellectuelle. L'ésotérisme. Il ne s'agit pas d'un conte ou d'un folklore décoratif. L'ésotérisme a mené des hommes et des femmes, ben oui, à la mort. Souvent accusés à tort ou au simple motif qu'ils cherchaient à comprendre autrement. Certains ont été torturés, brûlés, bannis, simplement parce qu'ils lisaient un texte interdit. Soignés avec des plantes ou remettaient en question la vérité officielle. C'est un pan entier de notre histoire qui a été réprimé dans la violence et la peur. Il faut le dire clairement, derrière l'ésotérisme, il y a une fracture entre ceux qui veulent chercher et ceux qui imposent ce qu'il faut croire. Cette fracture a alimenté des siècles d'oppression. Elle continue encore aujourd'hui, mais sous d'autres formes. Nous allons parcourir des moments précis de l'histoire où l'ésotérisme a pris forme, a été défendu ou a été violemment combattu. Chaque séquence s'ancre dans un lieu, une époque, une figure, une société. On ne tournera pas autour du pot. Il s'agira d'examiner les faits, les contextes historiques, les tensions sociales et les dérives politiques ou religieuses qui les ont façonnés. Et parfois, déformés. Ce qu'on appelle le savoir caché. Car, même aujourd'hui, l'ésotérisme reste un sujet brûlant. Et toujours une seule certitude. On sait qu'on ne sait rien, et c'est ça qui nous rend lucides. Alors, dès les origines, les domaines de l'ésotérisme, de la sorcellerie et de ce qu'on appelle aujourd'hui le paranormal ont été amalgamés, confondus ou volontairement mêlés. Pourtant, leur fonction, leur logique et leurs répercussions sociales sont différentes. Des figures historiques liées à l'ésotérisme, l'alchimie, les kabbalistes, mystiques, ont été surveillés, bannis et parfois exécutés. Dans l'Antiquité ou au Moyen-Âge, lire un texte interdit ou transmettre un savoir non autorisé pouvait suffire à être accusé d'hérésie. La simple possession d'un manuscrit ésotérique pouvait entraîner la prison ou la mort. La sorcellerie, quant à elle, était une accusation sociale, souvent dirigée, contre les femmes. Elles étaient guérisseuses, accoucheuses, marginales. Ces personnes n'avaient pas nécessairement de lien avec l'ésotérisme intellectuel. Elles étaient punies parce qu'elles représentaient une connaissance non officielle, populaire, non religieuse. Et en plus de ça, c'était des femmes. Enfin, le paranormal a lui aussi déclenché des réactions violentes. Des individus affirmant voir des esprits ou entendre des voix ont été considérés comme fous, possédés ou dangereux. Et dans certaines cultures, cela les a conduits à l'isolement, à l'asile, voire à la mort. Autrement dit, dès la base, ces domaines ont été jugés, non pas pour ce qu'ils étaient, mais pour ce qu'ils remettaient en cause. Un ordre établi, une autorité religieuse, le monopole dans le savoir. Ce contexte historique explique pourquoi l'ésotérisme est souvent entouré de craintes, d'amalgames et de rejet. Alors, définir l'ésotérisme n'est pas vraiment simple. Le terme est utilisé dans des contextes très variés et il recouvre des pratiques et croyances souvent mal comprises, mal interprétées ou
volontairement occultés. Alors, déjà, le mot vient du grec, ésotérikos, qui signifie intérieur. Il s'oppose à exotérique, ce qui est public, partagé et enseigné à tous. Donc, par définition, l'ésotérisme se construit autour de contenus jugés sensibles, réservés ou non valides par les autorités religieuses ou académiques. Il concerne des savoirs transmis dans des cercles restreints, parfois sous forme codée, parfois par l'oralité, souvent en marge des institutions officielles. Historiquement, ces savoirs ont pris des formes variées. Certains les ont cherchés dans les textes anciens, d'autres dans les rites, et d'autres encore dans l'étude des correspondances entre les nombres, les éléments ou les astres. Il ne s'agit pas d'une seule doctrine, mais d'une nébuleuse de courants. Certains structurés, d'autres un peu plus diffus, mais qui partagent une même idée. Il existerait un niveau caché de lecture du monde que seule une démarche personnelle, rigoureuse ou initiatique permettrait d'approcher. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas non plus une science, c'est une attitude face au savoir souvent critique ou parallèle aux vérités établies. Un peu comme ce que nous faisons ici avec Récits de l'étrange. On explore, on interroge ce qu'on ne montre pas. On redonne la parole au silence. Parmi les courants historiques associés à l'ésotérisme, on retrouve l'alchimie, la kabbale, le gnostique, l'hermétisme ou encore les sociétés rosicruciennes. Ces branches ont parfois été en conflit direct avec le pouvoir, parfois intégrées discrètement à la culture dominante. Elles ont influencé des philosophes, des mystiques, des chercheurs, et aussi suscité des accusations, des peurs, voire des persécutions. Si bien, on retrouve des traces de ce savoir caché dans toutes les grandes civilisations. En Égypte antique, avec Thoth, dieu du savoir caché et protecteur des scribes. Chez les Grecs, avec le mystère d'Héliosis réservé aux initiés. En Inde, avec les Upanishads, où le savoir spirituel n'était transmis qu'à ceux qu'on jugeait dignes. En Chine, avec le taoïsme ésotérique et ses pratiques internes de transformation. Mais ce sont surtout les mystiques, juifs, chrétiens et musulmans, qui vont perpétuer ces traditions cachées. La Kabbale, les Sufis ou les mystiques chrétiens comme Eckhart cherchent à percer le secret divin. Pas par la foi, non, mais par l'expérience directe, la méditation, le symbole, la répétition du nom. Si bien qu'au Moyen-Âge, l'ésotérisme se cristallise autour de l'alchimie. Loin d'être une simple quête d'or, elle est une tentative de transmutation de l'âme. Le plomb, comme symbole de notre état brut, et l'or, comme symbole de notre élévation. Mais dans les faits, cette quête d'élévation n'était pas seulement difficile, elle était risquée, mortelle même. Et pourtant, ceux qui ont incarné cette quête d'élévation ont souvent été punis, marginalisés ou exécutés. On peut citer Giordano Bruno, philosophe italien du XVIe siècle, brûlé vif par l'Inquisition en 1600, pour avoir défendu des idées cosmologiques et spirituelles, jugées subversives. Son crime, penser que l'univers est infini et que Dieu est partout, et que les textes sacrés, ils peuvent être lus autrement. Hépatie d'Alexandrie, philosophe et mathématicienne du 5e siècle, assassinée par une foule chrétienne, fanatique, pour avoir incarné une pensée libre et non chrétienne dans une société en mutation. Sa mort symbolise le rejet brutal de toute forme de savoir indépendant. Jeanne d'Arc,
Alors, aujourd'hui, elle est canonisée, mais avant, elle fut accusée de sorcellerie et brûlée vive en 1431. Non pas pour ce qu'elle avait fait, non, mais pour ce qu'elle représentait. Une figure féminine, spirituelle, populaire et qui échappait aux structures du pouvoir. Ces cas montrent que l'élévation spirituelle ou intellectuelle, dès qu'elle sort du cadre, peut coûter la vie. Et l'ésotérisme, parce qu'il propose une autre lecture du monde, a souvent été assimilé à un danger. Mais ces savoirs ne se transmettent pas à la légère. Ils se dissimulent dans des grimoires, des formes géométriques, des codes, l'étoile à 6 branches, symbole d'équilibre entre les opposés, utilisé dans l'alchimie, la kabbale, le mysticisme chrétien, et bien sûr l'étoile de David, le cercle magique, souvent entouré de lettres, de runes ou de sigils, utilisé dans les rituels pour délimiter un espace sacré, de protection ou d'invocation. Le triangle inversé, aussi appelé le calice, symbolique générale, symbolise l'eau dans l'alchimie, le tarot ou la magie cérémonielle, le féminin sacré, matrice, réceptivité, intuition. Avant de continuer, il faut comprendre que derrière les croyances et les pratiques, il y a toujours une trajectoire humaine, toujours des rapports de pouvoir et des héritages culturels complexes. Pour saisir concrètement comment l'ésotérisme prend forme dans la réalité, il est utile d'observer ce qu'on a longtemps désigné sous le mot magie. Dans ses usages réels, ses distorsions et ses persécutions qu'elle a suscitées. L'ésotérisme ne peut être entièrement dissocié de certaines formes de magie. Ici, le terme désigne des pratiques rituelles codées, parfois interdites, qui répondaient souvent à des besoins de soins, de protection ou de structuration symbolique du monde. La magie blanche, la magie noire et le vaudou, qui bien qu'ayant chacune leur propre singularité, partagent avec l'ésotérisme une logique de transmission restreinte, un usage de symboles puissants et une fonction spirituelle ou thérapeutique, qu'il s'agisse de guérir, de protéger ou d'agir sur l'invisible. Ces pratiques ont été, à tort ou à raison, associées au savoir caché et accusées de sorcellerie. Certaines relèvent directement de l'ésotérisme, d'autres gravitent autour, mais en reprennent les codes. La lecture symbolique du réel, savoir non conventionnel, rejet institutionnel. Toutes traduisent une volonté humaine constante de comprendre ou échappent au regard. Et c'est cette volonté qui constitue leur lien profond avec ce qu'on appelle l'ésotérisme. La magie blanche regroupe des gestes, des prières ou des soins à visée de protection ou de guérison. Elle a été pratiquée pendant des siècles par des sages-femmes, des rebouteux, des moines ou des guérisseurs de village. Ces savoirs, souvent empiriques, mêlaient connaissances des plantes, incantations protectrices et parfois références religieuses locales. Elle est fondée sur l'observation, l'expérience et la transmission orale. Il répondait à des besoins de soins dans des contextes sans médecine institutionnelle. Mais ces pratiques, parce qu'elles échappaient au contrôle des clercs ou des médecins officiels, ont souvent été criminalisées comme déviantes ou suspectes. Ça, c'est de la saloperie. On les accuse donc d'hérésie. La magie noire, en revanche,
est surtout un terme d'accusation. Elle désigne des pratiques supposées malveillantes, malédiction, invocation d'esprit, pacte avec des entités occultes, mais dans les faits, très peu de témoignages fiables ou de preuves concrètes existent. Cette étiquette a surtout servi à fabriquer un ennemi, invisible. Le sorcier malveillant, responsable de tous les maux sociaux. Elle a justifié la torture, les dénonciations et la mise à mort, en particulier dans les périodes de crise religieuse ou de tensions économiques. Historiquement, la magie noire n'est pas une pratique cohérente. C'est une construction sociale destinée à exclure, punir ou effrayer. Quant au vaudou, il est l'un des exemples les plus caricaturés. Né de la rencontre entre des traditions africaines et le catholicisme imposé aux esclaves, il constitue une religion structurée. Avec ses divinités appelées Loa, ses rites initiatiques, ses prêtres Ungan ou ses prêtresses Mambo, ces divinités agissent comme des intermédiaires entre le monde des vivants et celui des esprits. Les rituels de possession, souvent incompris, visent une forme de communication directe avec le sacré. Le corps du fidèle devient alors l'espace par lequel l'invisible se manifeste. Le vaudou est aussi un système social, un outil de résistance. En Haïti, il a été un élément central dans la révolte contre l'esclavage, notamment lors de la Révolution en 1791. Il structure des communautés, soigne, guide, protège. Bien loin des clichés d'Hollywood, ce n'est pas une sorcellerie, c'est un culte né dans la douleur de l'oppression coloniale. Un cri spirituel et sa politique, sa diabolisation, est clairement raciste, colonialiste et idéologique. Ce qu'on appelle magie n'est donc pas un bloc homogène. C'est un terme un peu fourre-tout, utilisé pour qualifier et souvent condamner des formes de savoir populaires, non chrétiennes, féminines ou alors non occidentales. Je vous sens un peu perdu. Allez, pour éviter toutes les confusions, voici un point clair sur 3 notions souvent mélangées. Alors, l'ésotérisme désigne un savoir caché ou pratique cachée, codé, réservé à des initiés. Il inclut des courants comme l'alchimie, la kabbale, le gnosticisme. C'est une approche intellectuelle, symbolique ou non spirituelle qui cherche à dévoiler un sens caché du monde. Il ne repose pas sur des phénomènes surnaturels, observables, mais sur des visions internes, structurées et parfois mystiques du réel. Le paranormal concerne les phénomènes considérés comme inexpliqués par la science. Fantômes, apparitions, télépathie, maisons hantées, expériences de mort imminente. Il s'agit d'observations ou d'expériences vécues qui sortent du cadre scientifique classique. Le paranormal n'a pas forcément de lien avec une tradition ou une doctrine. Il repose sur des faits perçus, parfois contestés. Et la sorcellerie regroupe un ensemble de pratiques rituelles ou populaires, souvent associées à la magie. Plantes, sorts, charmes, protection, malédiction. Elle a souvent été désignée par des autorités extérieures comme une accusation, plus qu'un choix d'identité. Ce mot a servi à la persécution des femmes, des minorités ou des praticiens de savoirs anciens, non validés par la religion ou l'État. Alors on m'a dit, va pas là-dedans. J'ai dit, si, je vais y aller quand même. Je suis taquin un peu, et puis on cherche à savoir, alors on va tout se dire. Le sujet qui fâche. Les condamnations à mort liées à la sorcellerie, à l'ésotérisme ou à des faits perçus comme paranormaux.
ont causé la disparition de dizaines de milliers de personnes à travers l'histoire. En Europe, entre le 15e et le 18e siècle, donc 300 ans, on estime entre 40 000 et 60 000 personnes exécutées pour sorcellerie, dont une majorité de femmes. Beaucoup étaient accusés à tort de pacte avec le diable, alors qu'elles pratiquent parfois simplement la médecine, pas la prière. Les adeptes ou simples sympathisants d'idées ésotériques, comme les alchimistes, les mystiques ou les membres de certaines confréries, ont aussi été emprisonnés, torturés et exécutés sans preuve, mais sur dénonciation ou sur soupçon d'hérésie. Dans les contextes plus récents, des personnes soupçonnées d'avoir vu ou entendu des esprits, des fantômes ou d'être médiums ont également été tués, marginalisés ou internés. Le paranormal, mal compris, est devenu dans certains cas un motif d'exclusion radicale. Oui, le savoir a un prix. L'ésotérisme, par son refus des dogmes, a souvent été vu comme une menace. Mais soyons honnêtes, on n'a pas puni l'ésotérisme parce qu'il était dangereux. On l'a puni parce qu'il ne rentrait pas dans les cases. Il ne disait pas amen. Il dérangeait les dogmes, le pouvoir, la bienséance. On a brûlé des femmes parce qu'elles soignaient sans autorisation. On a enfermé des hommes parce qu'ils voyaient ce que d'autres refusaient de voir. Et aujourd'hui encore, on rigole, on exclut, on fait taire. Ce n'est pas la croyance qui dérange, c'est le droit de croire autrement. L'Inquisition instituée par l'Église catholique traque ce qu'elle appelle l'hérésie. Ce mot, c'est une poubelle fourre-tout qui désigne tous ceux qui lisent autrement, qui devient de la doctrine, qui murmure des mots interdits ou manipule des symboles inconnus. Les bûchers se multiplient. Cathares, templiers, mystiques, alchimistes, tous suspects. Leur crime ? Vouloir comprendre autrement. À Salem, en 1692, aux États-Unis, le délire puritain aboutit à l'exécution de 20 innocents. Souvent sur la base de simples soupçons d'appartenance à une forme cachée de savoir. Il ne s'agissait pas forcément de vrais sorciers, mais de femmes pauvres, isolées, parfois guérisseuses, parfois simplement différentes. L'ésotérisme devient un écran de projection pour toutes les peurs sociales. Alors, le Vatican n'a jamais officiellement reconnu ni présenté d'excuses claires pour les morts liées à la chasse aux sorcières. En 2000, lors du jubilé, le pape Jean-Paul a demandé pardon pour les fautes de l'Église à travers l'histoire, notamment les violences au nom de la foi. Mais il ne cite pas spécifiquement les bûchers de sorcières ou les persécutions liées au savoir caché. En 2016, le pape François a évoqué la manière dont les femmes ont été persécutées pour sorcellerie, mais sans lien direct avec une repentance du Vatican. À ce jour, aucun mea culpa officiel pour des morts liées à une sorcellerie ou à l'ésotérisme n'a réellement été formulé. Ce sont aussi les enjeux politiques et économiques qui instrumentalisent l'accusation. Accaparer des terres, faire taire les marginaux, canaliser les tensions sociales, l'ésotérisme devient alors un prétexte au sacrifice. Et aujourd'hui encore, ces regards accusateurs n'ont pas disparu. Dans certains pays d'Afrique ou d'Asie, des individus sont encore battus ou tués pour sorcellerie supposée. Des médiums ou voyants dans notre société moderne sont discrédités d'office, même sans fraude. L'ésotérisme reste largement
tourné en ridicule dans les médias grand public. Les répercussions sociales de la sorcellerie, du paranormal ou du savoir caché ne s'arrêtent pas à l'époque des bûchers. Dans bien des cas, ces domaines ont continué à produire de l'exclusion, de la marginalisation ou de la répression symbolique. Les personnes accusées de sorcellerie étaient souvent pauvres, veuves, guérisseuses ou simplement déviants aux yeux des gens. Alors, la communauté bienveillante les isole, les frappe et les élimine. Les croyants du paranormal, témoins d'apparitions, de voix ou d'expériences inexpliquées, ont été internés, décrédibilisés, moqués, même lorsqu'ils représentent aucun danger. Le fait d'avoir vu ce que d'autres n'admettent pas suffisait à les écarter. Les pratiquants d'ésotérisme ont souvent choisi l'ombre pour se protéger. Leur isolement était autant une stratégie de survie qu'un refus du conformisme. Mais ils ont été taxés de fous, de marginaux ou de manipulateurs. Pourquoi cacher ce qu'on croit savoir? Pourquoi les sociétés ésotériques vivent-elles dans la discrétion? C'est qu'elles dérangent. C'est remettre en cause la verticalité du pouvoir. L'idée qu'il y a une vérité unique dictée d'en haut, qui affirme que tout le monde peut accéder au sacré, à condition de chercher et de transmettre. Dans une société fondée sur l'ordre, sur une hiérarchie, sur le visible, l'ésotérisme fait peur. Il libère, il dérègle, et donc il est combattu. Mais il y a aussi une autre vérité plus intime. Chercher autrement est exigeant. Il demande du temps, de la patience, du courage, et parfois solitude. Il n'est pas fait pour tous. Et ceux qui s'y consacrent vivent souvent en marge, par choix ou par nécessité. Et c'est là que la sociologie est claire. Ces figures ésotériques, souvent des miroirs de tension sociale, entre science et foi, entre hommes et femmes, entre élite et peuple. L'histoire des sorcières en Europe, longtemps vue comme un folklore, est aujourd'hui relue comme celle d'un féminicide déguisé. Des femmes porteurs de savoir, intelligentes, écrasées par l'ordre religieux et patriarcal. Si tant de personnes ont été tuées, moquées ou censurées pour avoir simplement posé une question différente, que cherchait-on réellement à empêcher? La confusion ou la liberté de penser? Et si l'ésotérisme, au fond, n'était pas ce qu'on en dit? Et si il n'était pas une croyance marginale, mais une menace pour l'ordre établi? Une réponse violente à l'interdiction de penser librement. Un cri étouffé dans les flammes des bûchers, dans les cellules d'un asile, dans les couloirs feutrés d'une institution qui savent mieux que vous ce que vous devez croire. Et si penser autrement n'était pas un luxe, mais un acte de résistance. Si interroger le monde au lieu de consommer était devenu une forme de dissidence. Ce que l'on appelle le savoir caché, c'est peut-être simplement ce que le pouvoir ne veut pas qu'on questionne. C'est la pensée qui ne se soumet pas. C'est le refus de la vérité unique, du prêt-à-croire, de la soumission intellectuelle. Penser en dehors du cadre n'est pas une fantaisie, c'est un acte de rupture et parfois de survie. L'ésotérisme ne donne pas des réponses, il pose des questions. Et cela suffit pour bouleverser, car dans un monde saturé de certitudes, ceux qui doutent sincèrement deviennent vite une menace.
est-il dangereux? Il l'a été. Est-il libérateur? Il peut l'être. Est-il vrai? Cela dépend de ce que tu cherches. Merci d'avoir regardé. À bientôt pour un prochain épisode. Abonne-toi, partage et surtout, continue à questionner. Mais au fond, j'ai une dernière question. Depuis que nous explorons ces récits ensemble, sommes-nous vraiment devenus ésotériques? Nous ne prétendons pas détenir de vérité cachée, ni parler à une élite. Mais nous faisons quelque chose que l'ésotérisme a toujours dérangé. Nous questionnons, nous regardons derrière les rideaux, nous écoutons ce que les dogmes ont voulu taire. Alors peut-être, sans l'être, nous avons pris la posture, celle de refuser les certitudes faciles, de chercher autrement, de douter, non pas pour fuir, mais pour nous éclairer. Et cela suffit à déranger. Alors oui, nous sommes ésotériques.